Est-ce logique que les présidents de 54 pays africains soient convoqués à travers les océans pour rencontrer un seul homme, le président des États-Unis? Pourquoi cet homme ne vient-il jamais en Afrique lorsqu'il a quelque chose à dire? Pourquoi est-ce toujours à l'Afrique de frapper à la porte, de s'asseoir, sourire et de demander gentiment un partenariat? Fait intéressant, cette année, 7 puissantes nations africaines ont dit stop. Elles n'ont pas pris l'avion, elles ne se sont pas présentées. Elles ont boycotté le sommet États-Unis-Afrique à Washington, non pas par caprice, mais pour envoyer un message que le monde ne pouvait pas ignorer. L'ère des poignées de main polies et de la diplomatie caritative est terminée. L'Afrique ne demande plus à être incluse. Elle réclame un siège taillé dans son propre bois dur. Mais qu'est-ce qui a vraiment poussé ces dirigeants à se retirer? Qu'a mal compris Washington? Et pourquoi ce moment pourrait-il changer à jamais le commerce mondial et les alliances de pouvoir? Dans cette vidéo, explorons ensemble l'histoire réelle derrière la plus audacieuse rébellion diplomatique africaine de ces dernières décennies et pourquoi l'Occident pourrait bien perdre son emprise pour de bon. Allons-y. Imaginez être invité à un somptueux banquet pour découvrir que vous n'êtes pas l'invité, mais le plat principal. C'est ainsi que de nombreux dirigeants africains ont fini par voir le très vanté sommet de l'investissement États-Unis-Afrique 2025. En surface, cela semblait prometteur. La Maison-Blanche publiait de beaux communiqués parlant de partenariats renouvelés, de prospérité partagée et d'un plan d'investissement de 50 milliards de dollars. Des multinationales présentaient déjà des offres dans les infrastructures, l'énergie, la fintech et l'exploitation des ressources. Les médias y voyaient une preuve d'engagement américain envers l'Afrique. Mais pour les diplomates africains aguerris, cela sentait le déjà-vu emballé dans un nouveau papier cadeau. Ce n'était pas le premier sommet, juste le dernier d'une longue série de réunions en Occident où les présidents africains traversent l'Atlantique pour entendre les mêmes promesses, serrer les mêmes mains et repartir avec la même ambiguïté. Encore et encore, on leur promettait des actions sur le climat, le commerce, le développement. Et pourtant, les nations africaines se retrouvaient avec des dettes croissantes, des infrastructures défaillantes et des accords jamais concrétisés. Washington, Paris, Londres, des partenaires sur le papier. Mais dans les faits, une relation déséquilibrée. La tension montait depuis des années. Et lorsque l'agenda du sommet 2025 a fuité, ce fut l'élément déclencheur. Le programme mettait en avant les intérêts des entreprises américaines, panel sur le capital investissement, déploiement numérique par des firmes de la Silicon Valley, discussion sur l'extraction de lithium pour les véhicules électriques. Les sujets clés pour les dirigeants africains échanges équitables, allègement de la dette, financement climatique contraignant, étaient relégués à des événements secondaires, vidés de leur substance politique. C'était pas une négociation. C'était une présentation commerciale déguisée en diplomatie. La réaction fut rapide et historique. Quelques jours avant le sommet, 7 pays influents, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, l'Éthiopie, le Sénégal et le Rwanda, ont annoncé leur retrait coordonné du sommet, déclarant que celui-ci ne reflétait plus les priorités africaines. Ils ont parlé d'un spectacle donateur-bénéficiaire, camouflé en coopération mutuelle. Ce n'était pas un caprice. C'était un refus stratégique. Ces leaders ne demandaient pas plus de chaises autour de la table, ils remettaient en question qui avait construit cette table, et pourquoi l'Afrique devait toujours jouer selon des règles qu'elle n'avait jamais écrites. Pour comprendre ce boycott, il faut comprendre l'appel africain, non dans le langage de la protestation, mais dans celui de la justice globale. En haut de la liste, la justice climatique. Depuis des années, les pays africains subissent les pires effets de la crise climatique cyclone, sécheresse, élévation du niveau de la mer, insécurité alimentaire. Pourtant, ils sont ceux qui ont le moins contribué aux émissions de carbone mondiales. L'accord de Paris avait promis 100 milliards de dollars par an en financement climatique. Des études estiment que 36,0 milliards sont dus à l'Afrique au titre de réparation climatique. Et pourtant, ces fonds sont souvent retardés, dilués ou prêtés, aggravant la dette des pays africains. Les dirigeants africains exigent que ce financement soit direct, sans dette, et géré par des institutions publiques, pas par des consultants occidentaux ou des banques privées qui prennent des commissions et bloquent l'accès. Ils ne veulent pas de pitié, ils veulent ce qui a été promis. Ensuite, la réforme du commerce. Depuis des décennies, les pays africains peinent à exporter des produits transformés vers l'Occident. Des normes américaines sur l'emballage, l'hygiène ou la logistique bloquent leurs produits, même lorsqu'ils respectent les standards internationaux. La loi AGOA, que Washington présente comme un cadeau, n'a pas tenu ses promesses. Elle agit plus comme un outil de communication qu'un levier économique réel. Pendant ce temps, des produits américains subventionnés inondent les marchés africains, ruinant les producteurs locaux. L'Afrique ne veut pas de faveur.
Elle veut que les règles du commerce cessent de la punir. Ensuite vient le piège de la dette. La pandémie de Covid-19 n'a pas seulement été une crise sanitaire, mais un tsunami fiscal. Des pays comme le Ghana, le Kenya ou l'Éthiopie ont dû recourir à des prêts d'urgence du FMI et de la Banque mondiale pour maintenir leur économie à flot. Mais ces prêts sont venus avec leur lot de conditions douloureuses, dévaluation monétaire, suppression des subventions, hausse d'impôts, résultat, protestation sociale, pauvreté accrue et instabilité politique. Aujourd'hui, ces dettes arrivent à maturité et les intérêts engloutissent 30 à 40% des budgets nationaux. Et non, reprogrammer les échéances ne suffit plus. Les dirigeants africains demandent l'annulation pure et simple de ces dettes, en particulier celles contractées durant des crises mondiales. Aucun pays ne devrait choisir entre payer ses enseignants ou verser des intérêts à ses créanciers. Un autre point clé, la logique de l'investissement. Les États-Unis veulent financer des centres d'appel américains à Nairobi ou des chaînes de distribution à Accra. Mais les dirigeants africains demandent où sont les investissements dans les universités, où sont les laboratoires, les centres de recherche, les incubateurs d'intelligence artificielle. Pourquoi l'Occident finance-t-il la consommation pendant que la Chine finance les ports, les chemins de fer et les centrales électriques? L'Afrique ne rejette pas le capital étranger. Elle rejette un capital qui enrichit les investisseurs étrangers tout en laissant ses propres économies structurellement dépendantes. C'est cela, le cœur du boycott. Pas de la rage, pas de la rébellion, mais une exigence sérieuse de restructuration. Moins de symboles, plus de substance. Et le message est limpide. Si les États-Unis ne s'adaptent pas, l'Afrique regardera ailleurs. Une nouvelle génération de dirigeants et une nouvelle génération d'électeurs africains refusent désormais de jouer le rôle d'invités reconnaissants. Ils réécrivent les règles, ils redessinent la carte. Et cette fois, ils le font depuis une position de force. Face au boycott, Washington a paniqué. Le département d'État a publié un communiqué exprimant ses regrets. En coulisses, les officiels se sont précipités pour réécrire l'agenda. On a parlé soudainement d'un fonds de 10 milliards pour l'adaptation climatique. Des programmes pilotes pour la dette ont été évoqués. Des réformes d'AGEA ont été promises, mais les dirigeants africains connaissaient déjà le scénario. Cela commence par de grandes annonces, puis viennent les réunions techniques, et enfin, le silence. Cette fois, ils n'ont pas joué le jeu. Lorsque le secrétaire d'État américain s'est envolé pour Nairobi et Abuja en urgence diplomatique, il n'a pas été accueilli à bras ouverts. Il a été reçu avec des sourires fermes et des lignes rouges claires. Les ministres africains ne voulaient pas un autre déjeuner. Ils voulaient des engagements écrits, des délais mesurables, des clauses de responsabilité. En clair, que les États-Unis se comportent non comme un patron mais comme un partenaire, mais un partenariat exige de la cohérence. Et Washington n'en avait pas. Pendant que le secrétaire d'État parlait de respect, les républicains au Congrès disaient « Si l'Afrique boycotte, coupons les aides ». Certains ont poussé pour geler les aides étrangères, annuler les engagements climatiques. Les démocrates, eux, étaient divisés. Les progressistes soutenaient les demandes africaines. Les modérés craignaient le backlash électoral. À la télévision, les questions fusaient « Pourquoi financer l'Afrique alors qu'on ne peut même pas réparer nos routes ?» Résultat, paralysie. Les États-Unis ne parlaient pas d'une seule voix, et pire, l'Afrique ne les écoutait plus, parce que l'influence comme le respect ne s'hérite pas. Elle se mérite, et pendant que l'Amérique perdait pied, un autre bloc parlait déjà la langue de l'Afrique. Tandis que Washington exprimait ses regrets, Pékin signait des contrats. La Chine n'a pas organisé de conférences de presse. Elle n'a pas publié de tweets diplomatiques. Elle a simplement envoyé ses ministres des Finances à Nairobi et à Dar es Salaam. En moins d'une semaine, le Kenya a obtenu un financement concessionnel pour une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Nairobi et Mombasa. Le Sénégal a annoncé l'extension d'un port maritime, soutenu par la Banque d'exportation-importation de Chine, sans condition d'austérité. Pendant ce temps, le Brésil, par l'intermédiaire du canal BRICS+, a promis de soutenir l'appel africain à un allègement multilatéral de la dette lors des prochains sommets du G20 et du FMI.
L'Inde a lancé de nouveaux partenariats dans l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la santé numérique avec des startups au Rwanda et en Ouganda. La Russie a renégocié des routes d'exportation de céréales avec le Soudan et l'Éthiopie, offrant des réductions tarifaires en échange d'accords à long terme. Ce n'étaient pas des discours grandiloquents, c'était des actes concrets, ce que les États-Unis n'ont jamais su livrer. Et l'Afrique a pris note, parce que, à la fin de la journée, un partenariat ne se mesure pas au nombre de fois où vous dites « nous vous respectons », mais à ce que vous apportez réellement sur la table. Pendant que les États-Unis proposaient des panels, les BRICS construisaient des centrales électriques. Pendant que Washington débattait des promesses climatiques, la Chine installait des fermes solaires au Malawi. Pendant que le Congrès hésitait sur la valeur stratégique de l'Afrique, les nations des BRICS signaient à Addis Abeba. Et c'est là que l'Afrique a fait son prochain mouvement majeur. L'Union africaine, galvanisée par l'unité affichée pendant le boycott, a annoncé que désormais, tout sommet mondial avec l'Afrique se tiendra en terre africaine, à Addis Abeba et nulle part ailleurs. Une nouvelle charte des relations étrangères avec le continent a été proposée. Elle stipule la justice climatique comme droit juridique, l'équité commerciale comme condition préalable, la restructuration de la dette comme exigence non négociable, fini les sommets de poignées de main, fini les mascarades donateurs-bénéficiaires, fini les demandes d'inclusion à des tables jamais conçues pour être partagées. Le message est désormais limpide. Si vous voulez travailler avec l'Afrique, venez en Afrique. Et surtout, respectez ses conditions. Ce n'est pas une question de choisir la Chine contre les États-Unis, ou les BRICS contre l'Occident. C'est une question de ne plus avoir à choisir du tout, car en 2025, l'Afrique ne demande plus sa place. Elle affirme son pouvoir, et pendant que Washington s'accroche à l'ordre ancien, l'Afrique écrit déjà le prochain chapitre. Et vous, que pensez-vous du boycott africain du sommet américain ? Les États-Unis perdent-ils leur influence mondiale parce qu'ils refusent de traiter l'Afrique en égal ? Dites-le nous dans les commentaires. Et selon vous, les BRICS offrent-ils une meilleure alternative à l'Afrique que les États-Unis ? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Nous publions des vidéos sur l'Afrique noire, son histoire, sa culture, ses luttes et ses ambitions. Merci de nous avoir suivis. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.